Bonjour Patrick Lodifond, vous êtes le maire de Ploërmel, mais aussi le président du pays. Et donc le pays de Ploërmel vient d'adopter le SCOT, ce fameux schéma d'aménagement, qui suscite certains commentaires, certaines réactions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors le SCOT, tout d'abord, il faut que les choses soient claires, c'est le législateur qui a vraiment souhaité à ce que les territoires s'organisent, à ce que l'ensemble du territoire national soit organisé au travers de ce qu'on appelle un schéma de cohérence territoriale qui s'appelle SCOT, où on doit véritablement organiser, je dirais, des dispositifs d'urbanisation, de loi de commerce, etc. Alors c'est important parce que aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la loi qui nous impose de le faire. D'ailleurs, je dirais, dans le département du Morbihan, ces SCOT couvrent l'ensemble du territoire, sauf le territoire de Ploërmel. On est les derniers à ne pas avoir de SCOT, et c'est bien dans ce sens qu'il faudra le faire. Alors un SCOT, je dirais, on est en 2018, on est le seul territoire à ne pas l'avoir, alors que cette loi a été, je dirais, déclinée depuis 2001. Donc on rentre complètement dans le dispositif. Ça fait 5 ans qu'on rentre dans ce schéma de réalisation de ce SCOT, qu'on échange entre les divers partis, entre les divers partenaires, structures, etc. On a fait des larges concertations pour en parler, et de façon à élaborer ce document, ce schéma qui va organiser, je dirais, le dispositif de constructibilité, de loi commerciale, etc., plein de choses sur notre territoire. Alors, je dirais, il ne faut surtout pas vivre ce SCOT comme une contrainte. Ce n'est pas une contrainte, c'est véritablement une organisation qui se met en place. Depuis 2013, on a cherché à véritablement comprendre quels sont les mécanismes, les objectifs de ce SCOT, comment est-ce qu'on doit pouvoir l'approcher, l'appréhender, de façon à pouvoir le faire coller aux réalités de notre territoire. Alors l'objectif d'un SCOT, c'est bien entendu défense de la ruralité et des campagnes qui collent chez nous, protection des espaces agricoles, organisation du territoire, inscription, je dirais, du bassin de vie ploërmelais dans le dispositif territorial, régional. Schéma des mobilités, on doit parler également, ça doit pouvoir couvrir ce genre de choses. Et plein d'autres qui régissent, je dirais, l'organisation territoriale à échéance. Alors, il ne faut pas imaginer qu'à un moment donné, j'ai pu entendre d'ailleurs des pires bêtises en la matière en disant le SCOT, ça va voler nos terres, que ça va faire profiter, je dirais, aux puissants au détriment des plus faibles. Le SCOT ne va certainement pas prendre état, je dirais, des habitudes de vie des habitants. Rien de tout ça, au contraire. C'est véritablement des choses qui doivent être organisées de façon à véritablement organiser un projet de territoire complet sur les données urbanistiques. D'ailleurs, beaucoup de territoires sont aujourd'hui dotés de SCOT, et j'en connais pas un seul qui soit tombé dans un marasme démographique et économique. Je dirais, les habitants n'ont pas nécessairement été spoliés de leurs terres par le SCOT. On n'est pas dans l'échelle d'un PLU qui, lui, résonne à l'échelle des parcelles. On est dans un schéma de territoire étendu. Le SCOT va valider les orientations pour telle commune, disons dans les territoires beaucoup plus étendus. C'est un document qui va fixer des règles auxquelles les documents d'urbanisme locaux vont devoir se conformer. Si vous voulez, les documents d'urbanisme locaux prennent effet sur des lois. Il y a eu les lois Grenelle, les lois Allure, qui ont été votées par le législateur, qui définissent des règles de constructibilité ou des éléments de ce genre. Le SCOT en lui-même est capable d'apporter, je dirais, un schéma d'organisation qui va permettre, je pense que le mot n'est pas excessif, d'adoucir véritablement ces éléments en organisant le territoire de façon à comprendre son développement tel qu'on l'imagine. Ce sont des règles d'ordre général, certes, mais qui sont appliquées sur le territoire. Notre territoire, je prendrais le SCOT du territoire de Ploërmel. On a imaginé, à l'échelle 2035, un territoire qui sera peuplé
de 100 000 habitants. 100 000 habitants sur le territoire du pays de Ploërmel, alors qu'on est à un peu plus de 80 000 aujourd'hui. C'est certes ambitieux, mais c'est aussi un objectif qui va pouvoir définir comment on va s'organiser pour atteindre 100 000 habitants. En termes de construction, en termes de développement économique, en termes de préservation environnementale, en termes de préservation d'espaces agricoles et de lieux de vie économique et toutes ces choses. C'est tous ces éléments qui vont être mis à plat et qui vont permettre de mieux comprendre comment on va s'organiser. C'est un projet qui, lui, n'est pas un projet immédiat, mais un projet, une projection sur les 20 prochaines années. À partir de là, on dit, allez, à l'échelle 2035, qui sera beaucoup plus éloigné, 2035, 2040, on devra atteindre cet objectif d'habitants, donc on aura besoin de se développer. On aura besoin d'avoir des espaces de construction probablement supplémentaires. Donc à nous d'organiser de façon tout en préservant notre territoire et lui garder justement sa capacité à avoir une attractivité et non pas une grande dispersion qui apporterait très probablement de la confusion beaucoup plus qu'un dispositif de développement. Vous avez évoqué tout à l'heure le terme de ruralité comme élément important pour le pays de Ploërmel. Alors, on peut peut-être évoquer ce débat qui se développe à partir de déclarations de beaucoup de maires lors des vœux qui incitent les gens à vendre leur terrain parce que beaucoup d'entre eux vont devenir non constructibles. Alors, c'est vrai, la difficulté, beaucoup de maires ont aujourd'hui à leur disposition des cartes communales, des plans d'occupation des sols, qui sont des documents urbanistiques anciens. Aujourd'hui, ils devront tous se conformer à un moment donné à ce qu'on appelle un PLU, un plan local d'urbanisme, qui doit, lui, se conformer aux dernières lois d'application d'urbanisme que sont les lois ALUR. À partir de là, on a effectivement des contraintes en termes de développement et d'expansion des territoires. Ces contraintes, elles sont liées à quoi ? À la volonté de justement préserver les espaces pour conserver leur aspect nature, leur aspect économique pour une préservation des espaces agricoles notamment. Sur notre territoire rural, on y est très sensible. Et également éviter, je dirais, une grande dispersion des habitats sur, je dirais, le mitage qui, lui, est à l'encontre, est un obstacle, je dirais, à un développement harmonieux tel que ça a été défini. Le législateur l'a parfaitement décrit dans ce sens. Alors, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cette loi ALUR contraint l'urbanisme, le développement, je dirais, de l'urbanisme, de la résidence de chacun dans des dispositifs déjà agglomérés. Donc on aura la volonté de développer les constructions en périphérie immédiate, voire à l'intérieur des sites déjà urbanisés. Certaines villes, notamment, on essaie de densifier, là où auparavant on s'étalait très largement, on doit aujourd'hui aller vers une densification pour justement éviter de consommer des espaces gigantesques tels que ça a été décrit dans les années antérieures. Alors, il y a la notion de terrain constructible aujourd'hui au titre des cartes communales, au titre des plans d'occupation des sols, voire même de quelques PLU qui étaient sous la forme ancienne, qui vont se retrouver dans des façons un peu plus rigoureuses parce que la définition, elle est bien justement de contraindre de contraindre le développement des urbanisations dans les espaces de périphérie. Alors c'est vrai notamment dans la notion de village, dans la notion de hameau, dans ces notions justement de concentration d'habitation dans les extérieurs des communes, des villes, des communes, etc., et des bourgs, et qui quelque part pose problème parce que le législateur ne prévoit pas une extension des constructions en périphérie immédiate de ces hameaux d'aujourd'hui. Nous, dans le SCOT, considérant qu'on est sur un territoire à vocation rurale, dans des éléments qui sont... On définit des critères d'acceptabilité qui sont, je dirais, meilleurs que ce qu'on peut entrevoir au titre de la loi ALUR.
La notion de hameau dans la loi telle qu'elle est définie, elle n'est pas véritablement parfaitement décrite, mais elle est communément admise comme étant un groupe de maisons à 20, 30 maisons, et à partir de là, on pourrait accepter quelques constructions à l'intérieur, mais quand on prend 20, 30 maisons, les villages de chez nous, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ils ne sont pas légion. Nous, dans le SCOT, on considère qu'un hameau constitué est déjà quelque chose qui doit prendre forme à partir de 10 maisons. C'est un seuil inférieur par rapport à ce qui est communément admis par la loi aujourd'hui, et on souhaite une application dans ce sens. Ça permettra de densifier ces hameaux, c'est-à-dire d'accepter la construction dans les dents creuses, ce qu'on appelle les dents creuses, donc des espaces habitables où on pourra construire à l'intérieur de ce groupe de maisons, sans pour autant déborder en périphérie. Autrement dit, on ne s'étend pas dans les extérieurs, mais on construit en densifiant. Mais ça va être une avancée significative. Voilà un des objectifs, un des éléments, je dirais. Mais alors, sur cette notion de hameau constitué, j'ai entendu un de vos vice-présidents dire qu'en fait, il n'était pas du tout sûr que l'administration accepte cette définition qui est adaptée au secteur qui est le nôtre. Vous savez, je vais même vous dire, les retours que j'ai, c'est de la part administrative, c'est de dire la loi, je dirais, prévoit la notion de hameau sur une échelle bien supérieure que ce que vous précisez. C'est comme ça, et ça devra être défini de cette façon. Mais dans ces conditions, j'aurais tendance à dire, pourquoi nous avoir demandé de réaliser un schéma sur notre territoire qui doit coller à notre territoire, qui doit coller à notre identité, à notre identification? Non, moi je ne suis pas d'accord, et c'est pas expressément écrit dans la loi de cette façon. À nous de justement convaincre pour que notre développement pourra se réaliser conformément à cette donne, parce qu'aujourd'hui on est sur un territoire qui n'est pas un territoire à très forte densification, justement parce qu'on n'est pas en périphérie de métropole ni même d'agglo, on est sur un territoire rural avec des particularités, et je reconnais même que la densification ne sera sans doute pas la même, et pas du tout la même, quand on parlera de la proximité immédiate de la ville de Ploërmel par rapport à ce qui peut se passer dans des communes périphériques, notamment du grand territoire du pays de Ploërmel, et il y en a plusieurs qui sont dans ce sens-là, où on aura certainement des utilisations à la parcelle un petit peu plus étendues, où je souhaiterais à ce qu'on prenne en compte cette particularité pour ne pas dépeupler nos territoires et faire en sorte à ce qu'ils continuent à avoir une capacité à se développer. D'ailleurs, dans ce SCOT, je dirais, chaque commune, chaque lieu a une responsabilité en termes de développement. J'évoquais tout à l'heure qu'on voudrait passer de un peu plus de 80 000 habitants à 100 000 habitants. Chacun aura sa responsabilité. La ville de Ploërmel, qui est la principale centralité, certes, c'est le plus grand nombre d'habitants, c'est la première, c'est la polarité principale. Elle a sa responsabilité en termes de développement, elle devra accueillir des populations supplémentaires conséquentes, avec une densification plus importante que ce qui sera ailleurs, parce que c'est là qu'on tient ce point central. Sur les autres communes, en fonction de leur classification, elles auront, elles aussi, chacune, que ce soit de la plus petite, c'est Treorantec la plus petite, à la plus grande Ploërmel, chacun a son rôle et aura une capacité de développement, aura des droits à construire, donc des terrains en capacité de développement, donc de lâcher à l'urbanisme, qui leur permettront d'accueillir des populations nouvelles. Alors évidemment, quand on dit qu'on se développe de 20 000 habitants en 20 ans, ça veut dire qu'on va avoir justement une notion d'espace nécessaire pour pouvoir accueillir ces nouvelles populations. Il est évident que le législateur a bien prévu un calcul mathématique qui va dire 20 000 habitants, ça fait tant d'habitations, à peu près en considérant qu'ils vont occuper 500 mètres carrés chacun. Voilà le nombre d'hectares qu'on va vous lâcher, donc on va lâcher un petit peu d'hectares à telle commune, tant à d'autres, etc., etc. C'est un calcul purement mathématique, c'est vrai. Mais quelque part, on est obligé de passer par là, et je dirais, la rigueur n'est pas de mise, c'est pas une rigueur absolue, on n'est pas là pour un calcul mathématique strict, mais pour une notion justement de développement, de capacité à se développer. Chaque commune aura la capacité à se développer.
Et d'ailleurs, même si ce SCOT, je disais, est un document qui va valoir pour les 20 prochaines années, alors disons un petit peu, cette lisibilité, elle est à peu près là, c'est un document, c'est pas l'écriture des tables de la loi de façon stricte. Au bout de 6 ans, la loi nous permet d'effectuer une révision si nécessaire et d'ajuster justement les autorisations à se développer si telle commune connaît un essor considérable au regard de conditions nouvelles qui ne sont pas apparues aujourd'hui dans la réalisation de ce document. Bien entendu, tout peut être remis à plat et revu. Et à l'échelle de l'urbanisme, 6 ans, c'est court. Quel est le calendrier maintenant de ce document donc? Alors, le calendrier de ce document, je disais, ça fait depuis 2013 que la décision de lancer le SCOT a été initiée. C'était par mon prédécesseur, mais j'y étais associé également et très largement favorable, bien entendu. D'ailleurs, absolument nécessaire, parce que si on n'avait pas de SCOT, et d'ailleurs aujourd'hui on n'a pas de SCOT arrêté, c'est le préfet qui décide si on doit libérer des espaces au titre du commerce. C'est le préfet qui doit décider si des espaces lâchés à la construction vont être autorisés sur des grands espaces, bien entendu. On n'est pas à la parcelle, mais des éléments de ce genre. Et demain, si on veut véritablement être autonome sur notre territoire et décider de notre devenir, on doit écrire ce document. Alors, ce document a fait l'objet de larges concertations avant ce qu'on appelle l'arrêt du SCOT. L'arrêt du SCOT, on l'a validé lors du dernier comité syndical du pays, fin d'année dernière, enfin en décembre. On a fait l'arrêt du SCOT, donc on a figé notre document, on l'a présenté suivant notre volonté de le voir aboutir. Ce document va subir, c'est un grand mot, va faire l'objet d'une concertation, va faire l'objet d'une enquête publique, va faire l'objet d'un passage auprès des personnalités publiques associées, donc l'administration, les chambres consulaires, les différents interlocuteurs classiques, je dirais, dans ce domaine. Et ensuite, ce document reviendra vers des propositions d'amendement pourront être faites, on valide pas, et enfin, in fine, ce document reviendra devant le conseil syndical du pays, puisque c'est le pays qui va le valider, ceci pour, je dirais, le 3e trimestre, je dirais, de 2018, septembre, octobre 2018, ce sera à peu près le moment où là, le vote formel de validation du SCOT devrait se faire et l'application, bien entendu, de ces règles pourront se faire à ce moment-là. C'est-à-dire que demain, quand je dis l'application de ces règles, c'est-à-dire que si demain, une fois que le SCOT est validé, chaque demande justement d'extension, de développement urbanistique important, de développement commercial et autres, feront l'objet d'une observation attentive en conformité avec le SCOT qui aura été choisi par l'ensemble du territoire. Alors, ce document ensuite devra faire l'objet justement d'une concertation, plutôt je dirais d'une conformité avec les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui sont eux appliqués aux communes, à la parcelle. Le PLU, c'est l'urbanisme à la parcelle, le SCOT, c'est l'urbanisme grande stratégie, je dirais, grande envergure, qui s'applique au territoire. On définit des grandes orientations en disant tel espace aura plus des vocations économiques importantes, on va définir un peu ce qu'il en est. Vous savez, dans le SCOT, on décrit la vision du développement économique sur l'ensemble du territoire, et on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui des espaces importants en termes de développement économique. C'est-à-dire qu'il y a des zones industrielles, artisanales et autres qui sont en quantité largement suffisante pour pouvoir se doter pendant les 20-30 années supplémentaires. Ce qui peut être un handicap, parce qu'effectivement, si demain on voudrait booster, si on voulait comme ça, tel espace dans telle partie du territoire par rapport à tel autre, il va falloir justifier des équilibres un petit peu différents. Rien n'est impossible. Mais il faut véritablement que demain, on argumente et on travaille dans ce sens pour montrer la cohérence des projets. Un projet, ça ne se balance pas, je dirais, sur le tapis sans véritablement
explication, sans cohérence territoriale, sans équilibre territoriaux. Le SCOT est là pour définir l'organisation territoriale dans un schéma de développement serein. Les communes vont être amenées à voter elles-mêmes sur ce document là dans les 3 mois qui viennent. Donc, tout à fait. Elles pourront, là aussi, il peut y avoir des débats ou des réactions au sein des conseils municipaux. Il y en aura certainement, mais vous savez, l'explication que j'ai à donner, c'est qu'aujourd'hui, je crois que le débat, il n'est pas bon. Aujourd'hui, ce que j'entends ici et là, et notamment dans les échanges qu'il y a, c'est simplement, il va y avoir des personnes spoliées. Il va y avoir des personnes qui vont voir leur terrain non constructible alors qu'aujourd'hui il l'est. C'est la réalité des plans locaux d'urbanisme qui sera ainsi fait. Le SCOT, lui, c'est une couche supplémentaire, certes, mais c'est pas une couche qui va lui durcir les plans locaux d'urbanisme. C'est pas le SCOT qui définit la capacité d'une telle parcelle urbanisable par rapport à telle autre. Le SCOT, lui, va simplement définir la capacité en termes de nombre d'hectares possibles de libérer à l'urbanisme de telle commune par rapport à telle autre. Certes, mais comme je le disais tout à l'heure, cette capacité, elle est fonction du degré de développement de la commune avec une ambition forte. Quand je disais 100 000 habitants à l'échelle 2035, certains me disent je pense que tu es un peu optimiste. Oui et non, oui, mais je considère qu'on n'est pas là pour faire un schéma pessimiste, on n'est pas justement dans un dispositif de volonté de régression, mais dans une volonté de progression. Et notre territoire, au regard un petit peu des calculs tels que j'ai pu avoir sur les projections INSEE, on a pris, c'est vrai, la marge la plus haute, l'hypothèse optimiste qui nous permet d'imaginer que demain, notre territoire a probablement la capacité de devenir étendu avec cette population importante. Mais pour obtenir cette population importante et la loger, il nous faudra ce genre d'espace et pas beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une volonté de lâcher tous les terrains à l'urbanisme. La loi ne le permet pas. La loi ne le permet plus depuis longtemps. Et aujourd'hui, on doit se conformer tout à fait dans des règles. Si on n'est pas dans les règles, de toute façon, il peut y avoir des couperet qui seront, à mon avis, beaucoup plus stricts que ceux qu'on a aujourd'hui. Vous savez, quand on me parle de durcissement législatif, aujourd'hui même, je vois certains PLU, même le PLU de Pleuhermel, qui aujourd'hui a une certaine conformité, une certaine dureté d'ailleurs, disons-le tout de suite. Il y a eu des espaces où des gens ont été spoliés parce qu'auparavant, ils étaient urbanisables, ils étaient en zone constructible directe, et le PLU est tombé et a contraint certains espaces à redevenir des espaces nature ou agricoles non constructibles parce qu'il y avait justement pléthore de terrains constructibles et que la loi donne un cadre relativement strict. Je le reconnais et quelque part c'est une difficulté parce que cette loi était à mon avis beaucoup trop stricte de façon immédiate. Il aura fallu des marches tranquilles pour véritablement progresser et faire en sorte à ce que on ait un développement qui soit bien compris de tout le monde et surtout qui ne spolie personne. Je ne souhaite pas à ce que véritablement des personnes se sentent spoliées en la matière. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a eu des autorisations de construction parce qu'il y avait des délais de possibilité de construction le temps que l'application stricte du PLU se fasse. C'était des délais qui étaient convenus, qui étaient normaux, qui étaient légaux. Aujourd'hui, ça se termine parce que le PLU de Pleuhermel, ça fait suffisamment de temps qu'il est en application, mais ça a été le cas, et sur le SCOT, il y a des choses qui se passeront de cette façon, quand il faudra mettre en conformité les PLU avec le SCOT. Mais déjà, il y a beaucoup de communes qui n'ont pas de PLU du tout, et qui ne connaissent pas la forme, je dirais, le contour strict de la loi telle qu'elle est aujourd'hui. La loi Allure est là. Et je dirais la loi Allure, elle n'est même pas appliquée à Pleuhermel encore. C'est en fonction de la loi Grenelle. La prochaine fois qu'on reverra la modification une révision générale plutôt du PLU à Pleuhermel, on devra l'alluriser et durcir quelque peu, je dirais, des contraintes de construction. Il est plus qu'évident, parce que la notion, quand on voit dans la notion de loi Allure, la notion de construction dans les villages et les hameaux, elle est vraiment très très contraignante par rapport à ce qui peut se faire dans les zones de densification, dans les cœurs de ville, quoi, je dirais. Aujourd'hui, la volonté est plus de développer
des cœurs de ville et des périphéries de ville. Mais le SCOT n'est pas, je tiens à le répéter, n'est pas fait pour valider exclusivement les grands centres. C'est pas, le SCOT n'est pas au service exclusif de Ploërmel, de Josselin, de Mauron, et de quelques villes du Port-Ouest qui, quelque part, vont se retrouver densifiées parce que c'est la principale polarité du territoire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, mais néanmoins, j'ai cru comprendre que la notion de hameau constitué n'était pas certaine d'aboutir. Elle n'était pas certaine d'aboutir parce qu'elle n'existe pas sur beaucoup de communes. Parce que justement, ils n'ont pas encore d'application des PLU tels que la loi va leur imposer. D'ailleurs, on passera très probablement à la notion de PLU-I. PLU intercommunal très prochainement, c'est dans l'air du temps. Dans le territoire de Ploërmel, on ne se presse pas. On n'est pas pressé de véritablement durcir les choses dans la mesure où il faut y aller graduellement. J'ai parlé de marche tout à l'heure pour pouvoir avancer plutôt que d'aller prendre un énorme pas ou plutôt un grand fossé. De passer... Non, c'est pas comme ça. Il faut y aller graduellement, faire comprendre les choses, faire accepter les choses et c'est bien notre objectif. Voilà quoi. Quand tout le monde aura bien entendu touché du doigt ce qu'est aujourd'hui l'urbanisme tel que la loi le préconise, ils comprendront que la notion de hameau constitué est une règle qui, elle, normalement est validée. S'ils interrogent les services de l'État, la DDTM en l'occurrence, ils sauront leur définir véritablement quelle est l'interprétation de cette loi et la notion de constructibilité suite à cette loi. Maintenant, c'est vrai, il existe encore ces cartes communales, ces plans d'occupation des sols, qui sont non conformes par rapport à cette nouvelle législation qui durcit, c'est vrai, ces règles.